D'abord, croissance économique vertigineuse, oui, bien sûr. On dit que pour 90%, en effet, c'est le secteur minier qui en est responsable. Et donc, toute la question reste de savoir à quel niveau, en fait, cette croissance a été traduite en un développement. Là, donc, peut-être qu'il y a un peu une différence de point de vue. Bon, ici, je me base sur la dernière enquête budgétaire qui a été menée, en fait, en 2012. Hein, donc, on peut comparer entre la première enquête budgétaire de 2005 et on constate, à base de ces données-là, quand même une croissance annuelle moyenne de 2% des budgets ménagers, 2,1%. Ce n'est pas rien, hein, donc la Belgique ne réalise pas ça, hein, donc le Congo fait mieux sur ce point-là. Bien sûr, d'un autre côté, il y a une inégalité croissante, et donc là nous sommes d'accord de nouveau avec Arnaud Zacharie. Ce n'est pas les classes les plus riches qui l'emportent, mais on voit quand même une croissance qui est partagée par 90% de la population. Ce n'est que le premier décile en fait, qui voit son niveau de bien-être encore décroître. Hein. Mais donc du reste, en fait, apparemment, il y a une croissance économique, un certain développement partagé par la population. On le voit aussi en termes de chiffres de scolarité. Hein. La scolarité est accrue, a augmenté de manière significative. Le nombre d'années moyennes à l'école pour la cohorte d'années de 17 à 27 ans a augmenté avec 1 an et demi, donc de 6 ans à 7 ans et demi. C'est beaucoup, c'est significatif. Bien sûr qu'il y a encore un très grand défi. Hein. Donc cette année et demie d'école primaire et secondaire en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a encore tout un pas à faire pour atteindre les 12 années. Hein. Normalement, on fait 12 années en école primaire et secondaire. Donc les défis restent très grands. Et à mon avis, en fait, le défi reste très grand aussi du côté, pas tellement oui, bien sûr aussi du côté des droits, mais aussi de ceux qui devraient garantir ces droits, du côté de l'État. À juste titre, en fait, Arnaud Zacharie a fait mention de l'évasion fiscale, de l'État qui reste incomplet. En fait, on peut estimer le manque à gagner de l'État en termes d'entrée fiscale à 50%. C'est-à-dire, si on fait la différence entre les taxes payées par la population congolaise et les entrées à l'État public, dans les coffres publics. Donc il y a 50% qui est perdu quelque part dans le système. 50%, c'est beaucoup. Mais il faut dire aussi que dans ces 50%, il y a aussi une partie qui est utilisée disons, pour le bien de la population, on pourrait dire. Hein. Donc l'enseignant qui empoche l'argent des parents, ils enseignent aussi. Hein. Bien sûr, la qualité de l'enseignement, là, on peut s'en douter. Hein. Mais quand même, il enseigne. Il y a plus d'enfants à l'école, c'est quand même difficile de dire que, en fait, disons, de faire un énoncé très spécifique, très concret sur la qualité de l'enseignement, mais quand même, avoir des enfants à l'école, c'est déjà un premier pas. Hein, c'est un pas inévitable à faire. Et donc là, sur ce point-là, en fait, on a connu quand même une amélioration. Voilà, c'est à ça que je voulais me limiter. Hein. Donc il y a un État, mais il y a un État incomplet. Et donc, mais il y a aussi une partie de l'État en dehors de l'école. Et c'est quand même important, je crois, d'approfondir ce point-là, parce qu'en fait, on voit aussi que la population se prend en charge elle-même. Hein. Donc les parents sont quand même contents de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Voilà. Merci pour l'invitation. Donc je représente EURAC, le réseau européen pour l'Afrique centrale. Je dois excuser ma collègue Donatella Rostagno qui a malheureusement dû se rendre à l'étranger, donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais je la remplacerai. En deux mots, EURAC, c'est un réseau d'ONG européennes, donc qui représente 40 ONG européennes qui travaillent dans la région des Grands Lacs, donc Rwanda, Burundi et Congo, dont une bonne partie des membres d'ailleurs sont des ONG belges comme le CNCD 1111. Et donc le CNCD 1111 assure pour le moment la présidence.
Nous travaillons évidemment sur différents sujets, mais ici je suis aussi invité parce que je travaille spécialement sur la question des ressources naturelles, la gestion durable des ressources naturelles. C'est un des thèmes prioritaires du plaidoyer de nos membres, qui vient lui-même supporter le plaidoyer de la société civile congolaise. Alors quelques réactions aux deux premières interventions. C'est vrai qu'on peut noter depuis 2 ans une croissance économique qui atteint presque 2 chiffres. Il y a des progrès en termes de gestion macroéconomique qui peuvent être soulignés, notés. Mais bon, 8% de croissance, il faut relativiser ce chiffre en sachant évidemment de savoir d'où est-ce qu'on venait avant. Donc oui, il y a des progrès, mais dans un sens, il était plus que temps que la dynamique économique congolaise reprenne. Vu l'option prise par le modèle de développement qui est très axé sur un modèle extractiviste, c'est-à-dire on mise sur l'investissement étranger dans les secteurs primaires, l'extraction pétrolière, forestière, minière, il eût été quand même difficile pour le gouvernement de ne pas enregistrer des chiffres positifs. Pourquoi? Parce que le contexte international fait que nous sommes dans une phase de, comme on appelle, de super cycle, c'est-à-dire que le prix des matières premières est très très haut. Et donc il est logique dans un sens que la RDC essaye d'en profiter. On peut en grande partie expliquer cette augmentation de la croissance. Je vais donner juste aussi quelques chiffres que j'ai pu récolter pour préparer un peu mon intervention aujourd'hui. Dans le budget de l'État congolais, on note que 15% de ce budget vient de l'aide publique au développement, 25 à 30% des recettes issues du secteur minier et 25% du secteur pétrolier. Donc, voilà, on a quand même un constat aussi qu'il faut poser, c'est que l'économie congolaise reste très axée sur ce qu'on appelle la primarisation de l'économie, donc l'exportation des matières premières qui, pour le moment, est bénéfique vu le contexte, mais qui est aussi une situation à risque, parce que le jour où les cours des matières premières chutera, ce sera un arrêt net au niveau de cette croissance potentielle. Les cours sont par essence fluctuants, donc voilà. Je voudrais revenir sur l'analyse d'Arnaud Zachary, qui est totalement partagée par les membres de RAC, en sachant qu'il y a quand même encore des difficultés croissantes dans la perception de taxes par rapport à la valeur réelle de ce qui est produit en RDC. On peut identifier, comme l'économiste Stéphane Maris les appelle, des trous noirs dans cette économie minière. Je vais revenir sur la sous-évaluation des actifs miniers. Selon une étude récente, donc je n'ai pas malheureusement la source avec moi, mais je peux vous la donner tout à l'heure si vous voulez, on estime le manque à gagner pour les caisses de l'État à 1,36 milliard de dollars pour l'année 2012 en tout cas, perte de recettes pour l'État congolais. En ce qui concerne les perceptions des taxes auprès des entreprises minières, on estime le manque à gagner à 30%, c'est-à-dire 100 millions de dollars. Dans le secteur minier artisanal également, c'est très difficile d'avoir des chiffres réalistes, mais on estime environ 100 millions de pertes de recettes pour l'État, vu le degré très informel de ce commerce de minerais artisanal à l'est, notamment à l'est du pays. Et puis il y a un phénomène aussi qui pose problème dans tous les pays miniers, c'est-à-dire les stratégies de ces multinationales minières qui font tout pour éviter l'impôt, donc qui sous-évaluent aussi, qui mentent sur la part réelle de leurs bénéfices pour payer moins de taxes sur leurs bénéfices dans les pays où ils exploitent. Donc, il y a toute une série de trous noirs, comme on les appelle encore dans cette économie congolaise. Au niveau de l'emploi, oui, il y a très peu d'emplois qui sont créés par ce secteur extractif, en comparaison des 30 à 40 000 emplois dans le secteur minier. Pour comparaison, le secteur minier artisanal occupe, en tout cas avant 2010, occupait presque 2 millions de personnes en République démocratique du Congo. Donc quand on sait que ce secteur minier artisanal est quand même mis fort sous pression pour le moment et qu'il risque de petit à petit être mis sur le côté, pour laisser la place aux investissements étrangers et aux multinationales. Il y a vraiment une question de modèle aussi qui se pose. La mine n'est pas durable. Là où la mine arrive, il y a des impacts environnementaux qui sont irréversibles. Une fois que la mine se retire, en général, les communautés locales ne restent plus rien. Donc il y a vraiment une question aussi de réflexion à plus long terme sur le modèle de développement qui pour le moment manque toujours. Donc il y a tout un débat aussi sur les alternatives à l'option extractiviste.
Et enfin, je terminerai aussi peut-être dans le panorama des évolutions qu'il faut tenir à l'œil, c'est toute la question de la situation à l'Est, auquel les membres de RAC sont quand même très attentifs. Cette instabilité qui continue à perdurer à l'Est du pays, dans laquelle on sait que par ailleurs l'exploitation des ressources naturelles joue un rôle d'enlisement du conflit, joue un facteur, on va dire, de motivation aux groupes armés et à certains membres de l'armée congolaise à maintenir cette insécurité. Donc on va dire que pour ce qui concerne la question de l'Est, les évolutions depuis plusieurs années sont notables, mais la situation reste loin d'être